Les fans de Dragon Ball ont voyagé par procuration à travers les aventures de Goku. On parle d'une véritable épopée qui a créé chez nous de nouveaux centres d'intérêt, comme par exemple le sport, la nourriture ou encore la découverte du monde. Vous le savez, sur cette chaîne, je vous encourage à profiter des enseignements que vous recevez à travers vos œuvres préférées, et si vous êtes un fan de Dragon Ball, c'est sûrement quelque chose que vous faites déjà de base. Vous avez sûrement eu un autre problème, vous avez jamais retrouvé cette magie particulière que vous avez vue dans Dragon Ball, et c'est ce qui fait que l'œuvre gardera toujours une place particulière dans votre cœur. Bien heureusement pour vous, vous avez continué à vivre, et cette magie, vous avez pu la retrouver dans d'autres œuvres, et ça sort souvent du manga. Ce qu'on retient beaucoup d'une œuvre, peu importe si c'est une série, un film, un manga ou un jeu vidéo, c'est l'écriture des personnages et l'évolution du protagoniste principal. Donc quand on suit un protagoniste à tous les âges de sa vie, ça renforce forcément le sentiment de proximité. Il n'y a pas eu 10 000 œuvres au sein de la pop culture où on suit un personnage tout au long de sa vie. On parle de ça parce que l'évolution d'un personnage et le temps qui passe, ça contribue aussi à nous faire voyager au sein d'une œuvre. Pour reprendre l'exemple de Goku, chaque période de sa vie raconte quelque chose de différent. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre personnage de la pop culture avec lequel on a aussi ressenti ça, on parle d'Ezio Auditore. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur de sa licence et c'est pas volé. À l'époque, Assassin's Creed 2 c'est littéralement une bombe qui a été larguée parce qu'on avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui et sauf que le jeu, il avait une âme qui était unique. Pour vous expliquer tout ça, faut comprendre aujourd'hui pourquoi, peu importe les œuvres qui arrivent, vous avez beaucoup plus de mal à être hype. Avant ça les amis, il faut que je vous dise que je serai à la Japan Expo le 13 et le 14 juillet sur le stand Arena Gaming. Donc le stand Arena Gaming, il est tenu par Octagon Gaming et c'est eux qui m'ont gentiment invité. Si vous avez fait des conventions ces 2 dernières années, Octagon Gaming vous savez forcément qui c'est, mais si c'est pas le cas, je vous rappelle quand même. Le principe c'est tout simplement de nous mettre dans une ambiance de soirée de MMA, il y a un speaker et 2 personnes qui s'affrontent ou plus sur un jeu vidéo. Ça peut être du DBZ Fighters, du Tekken, du Smash Bros, du Multiversus, du Mario Kart, vraiment tous les jeux peuvent y passer à partir du moment où c'est fun. Leur objectif c'est vraiment de mélanger plein de choses cool ensemble, donc faire du divertissement à travers le jeu vidéo, mettre en avant des gens qui essayent d'exercer leur passion, vous faire gagner des cadeaux. En fait, vraiment, leur objectif, c'est faire kiffer les gens. En plus de ça, tu peux trouver vraiment tous les types de guests, puisqu'ils invitent aussi des gens qui ont une renommée dans la pop culture comme des comédiens de doublage, mais ils se limitent même pas à ça. Donc si t'es en train de te balader en convention et que t'entends du bruit, il y a de fortes chances que ça soit Octagon Gaming, passe, joue au quiz, fais les blind tests, tu peux te retrouver à monter dans la cage, affronter quelqu'un d'autre et gagner des cadeaux. Pour les avoir déjà rencontrés, toute leur squad, elle est fan de Dragon Ball et ils sont juste adorables, donc ça me fait super plaisir d'être avec eux pour cette Japan Expo. Donc moi, j'aurai 2 passages sur le stand, le 13 juillet de 12h30 à 13h30 et le 14 juillet de 13h30 à 14h30. Donc on aura Nanix qui sera présentateur de l'événement et pour mon passage le 13 juillet, je serai aux côtés d'Orochi Jidai et Sofiane Le Geek. Donc nous on est vraiment la team Dragon Ball et je pense qu'avec Nanix aux commandes ça va vraiment être une squad sympa. Et pour mon deuxième passage le 14 juillet de 13h30 à 14h30, je serai toujours aux côtés de Nanix et entre autres vous pourrez venir m'affronter sur DB Fighters. Ça me fait super plaisir sur tous les points, déjà de pouvoir créer plus de proximité avec vous. Et merci infiniment Octagon Gaming de me donner cette opportunité. Donc les gars, je vous dis rendez-vous à la Japan Expo sur le stand Arena Gaming au créneau que je vous ai donné et on revient au sujet de la vidéo. Aujourd'hui les open world c'est la base, il n'y a même plus de quoi nous hype, c'est monnaie courante et c'est même plus un argument pour nous faire attendre un jeu. Et parler d'Assassin's Creed 2 c'est absolument pas de la nostalgie parce qu'il y a une âme dans le jeu qui est complètement unique. Mais du coup qu'est-ce qui fait qu'une œuvre a une âme unique? Et c'est applicable à tous les types d'œuvres, que ce soit les mangas, les séries, le cinéma. C'est-à-dire que ce qu'on retient d'une œuvre, c'est qu'est-ce qu'elle a raconté et qu'est-ce qu'elle nous a fait ressentir. Ces sentiments, ils sont créés par l'univers, le scénario, l'écriture des personnages et super important, les OST. Ces 4 choses, elles ont absolument rien à voir avec le côté technique ou le côté visuel, on parle de ce que tu ressens quand tu fermes les yeux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu penses à cette œuvre? Donc je suis désolé, mais tous les trucs qui sortent où c'est magnifique visuellement, mais ça raconte rien, bah les gars c'est du OSEF en fait. L'un des jeux qui illustre très bien ça, je suis désolé, peut-être que je vais me faire des ennemis, mais c'est Horizon Zero Dawn, ok? Visuellement c'est beau, mais niveau scénario c'est plat, l'univers est plat, ça ne raconte rien, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu a carrément pété, mais c'est à se demander pourquoi c'est arrivé, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement plat. C'est peut-être subjectif, mais j'ai l'impression que sur la chaîne, on se ressemble sur beaucoup de choses, donc je suis chaud que vous me donniez votre avis en commentaire. Tout part du scénario, si ça va pas, tout ce qui va en découler, ça sera pas bon non plus. Si t'as pas ça, tu peux pas créer d'univers, si t'as pas d'univers, tes OST, elles seront pas bien non plus, et après, on entre dans une boucle sans fin. Combien de films vous avez vu au cinéma, il y avait un taf de malade visuellement sur les effets spéciaux, mais ça a pas marqué vos esprits, vous étiez en mode, ouais, pas ouf. Donc je le redis, ce qui fait que vous retenez une œuvre, c'est ce que vous ressentez quand vous fermez les yeux, pas « Oh, t'as vu à ce moment-là, l'explosion elle était trop stylée ». Tout part du moment où la personne commence à travailler sur le projet. Elle se dit « Ah, j'ai une idée, je sens qu'il y a quelque chose ». Tout part de la passion et c'est pour ça qu'on parle d'âme. C'est une personne qui y pense, qui met son être dedans et c'est pour ça en fait que ça marque les esprits parce que l'œuvre va toucher quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Si une personne a une idée qu'elle veut vraiment raconter quelque chose, ça va marquer les esprits, mais quand l'idée de base c'est
Oh ça va faire un max d'oseille, ça va être oublié et c'est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, même l'argent, c'est pas ça le problème, c'est que si quelque chose est vraiment fait avec passion, l'argent finira forcément par tomber. Pour Assassin's Creed 2, on était en plein dedans. Le jeu a été fait par passion, mais forcément le jeu a tout cassé et financièrement, je pense qu'ils n'ont pas eu de problème. Vous vous souvenez, en début vidéo, on parlait d'écriture du personnage et de son évolution, et Ezio nous offre justement tout ça. On le découvre à l'âge de 17 ans, il est comme tous les ados qui seraient issus d'une famille noble et qui ne pensent qu'à s'amuser. Dès le début du jeu, il y a une atmosphère et un sentiment qu'on ressent qui est vraiment unique, et je pense aussi que c'est l'époque et le lieu du jeu qui veut ça. Je suis pas expert en histoire, mais l'Italie à l'époque de la Renaissance, ça véhicule énormément de choses apaisantes, et si en plus tu mélanges ça avec l'écriture d'un personnage, ça crée forcément un banger. Et c'est seulement en rassemblant ces qualités-là, donc d'âme, d'atmosphère, et ce qu'un jeu en général véhicule, ou même pas forcément un jeu, tout type d'œuvre, que là tu peux travailler sur ton gameplay, sur ton univers. Mais sinon, si tu fais pas ça, tu commences d'abord à travailler sur ton univers, les fonctionnalités, là comme on parle de gaming, bah, tu vas pas marquer les esprits. Là en l'occurrence, la ville de Florence, c'est pas un lieu qui est exploité à balle, comme ça peut être le cas pour New York ou Los Angeles au cinéma. Donc comme c'est pas un endroit qu'on connaît beaucoup, tu peux marquer les esprits facilement parce que déjà tu as ce sentiment de curiosité. Après je dis facilement mais c'est pas vraiment le cas, dans le sens où Florence, vu l'atmosphère qui est véhiculée, ça aurait pu être un endroit où on s'ennuie, mais c'est pas du tout le cas. Cette atmosphère elle est aussi renforcée par le bon choix d'OST et c'est à partir de là que tu profites vraiment de l'open world et que tu voyages vraiment. Juste avant on a pris l'exemple d'Horizon Zero Dawn, mais comme au niveau de l'âme du jeu c'est pas carré, même si les paysages sont magnifiques, je sais pas vous les gars, mais moi personnellement je voyage pas. Assassin's Creed 2 permet de profiter de son univers parce que l'histoire va très vite. Les premières minutes de jeu où l'histoire ne raconte encore rien, elles sont juste là pour l'introduction, pour nous dire ok les gars, voilà l'univers et l'atmosphère dans lequel vous allez évoluer. Et dès que c'est plus ou moins clair, les premiers rebondissements arrivent très vite. Parce qu'il y a trop de gens, que ce soit pour les séries, les animes, le cinéma, les mangas, ils aiment trop dire « Ouais, vas-y, continue, tu vas voir, continue un peu, c'est trop bien après. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si niveau rythme, il y a un problème, qu'on s'ennuie, que j'arrive pas à être accroché dans le truc, bah du coup, je viens de le dire, c'est que niveau rythme, il y a un problème, mais au niveau de l'écriture, c'est pas carré. Très rapidement, pour la famille d'Ezio, on comprend que c'est beaucoup moins rose que ça en a l'air, ils ont l'air d'être riches, d'être prospères, etc. Mais on comprend que les parents voulaient protéger leurs enfants de beaucoup de choses. En à peine une heure de jeu, on s'attache à la famille Auditore et on nous les retire très vite, donc ça fait un choc. Donc là, le joueur, il rentre dans un engrenage, ça devient impossible pour lui de se lever de sa console. Vraiment les gars, faites-moi votre retour là-dessus, mais moi quand je l'ai fait, j'ai été pris dans un truc, je n'ai pas pu m'arrêter. Le timing de l'introduction du jeu est parfaitement respecté et il est rythmé par l'une des meilleures OST de tous les temps, Ezio's Family. On voit deux frères à l'écran qu'on imagine voir évoluer ensemble au fil du jeu, mais ça va pas du tout se passer comme ça. Sans le savoir, Ezio passe d'un ado insouciant à un apprenti assassin qui aura pour seul objectif de venger sa famille. Dit comme ça peut sonner très dark, mais bizarrement l'expérience de jeu, elle est très solaire. On évolue avec un personnage animé par la vengeance dans un univers apaisant. À quel moment ça peut avoir du sens? Quand on le raconte comme ça peut sembler tiré par les cheveux et tu te dis comment ça peut être possible, ça aurait dû être une ambiance qui est très sombre mais pas du tout le cas, le jeu est apaisant. Les balades dans Florence et plus tardivement Venise donnent vraiment envie de voir ce que ça peut donner dans la vraie vie parce qu'il y a un sentiment qui est magique. C'est le début d'un voyage à travers l'Italie et l'exploration, elle est au service de l'histoire et pas l'inverse. Beaucoup de jeux pauvres en scénario viennent camoufler ce vide en te donnant un monde ouvert qui paraît stylé mais au bout du compte, flemme. Dans le cas d'Ezio, chaque nouvelle ville, elle vient exprimer l'évolution de son personnage. Exemple, on passe de Florence à Venise parce qu'Ezio a été à bout de toutes les cibles qu'il devait abattre à Florence, du coup il continue le travail à Venise. C'est ce qui renforce ce sentiment d'immersion et de voyage, on n'a pas juste plusieurs villes pour faire joli. Ce voyage à travers l'Italie, il est aussi symbolisé par l'évolution d'Ezio qui passe d'ado de 17 ans qui est un peu désinvolte à un homme d'une quarantaine d'années qui devient sage. Aujourd'hui quand tu parles de Florence dans une tranche d'âge de 20 à 40 ans, les gens pensent tout de suite à Ezio et Assassin's Creed, c'est dire à quel point le travail réalisé a été énorme et à quel point les esprits ont été marqués. Combien de gens sont allés à Florence grâce à Assassin's Creed, ils se sont dit allez on va voir ce que ça donne en vrai. Les gars, on vient d'arriver devant l'endroit le plus célèbre de Florence, la cathédrale, le dôme. Regarde, montre un peu, c'est vraiment incroyable. Là, au niveau de la croix, là, tu as le point de synchronisation le plus élevé de Florence, là où Ezio tape un de ses premiers sauts de la foi. Là, c'était la mission où, au début du jeu où Ezio vient défendre sa soeur parce qu'il y a son conjoint, si on peut dire, qui s'est moqué d'elle. Et là, en fait, justement, je suis en train de revivre tous les moments. Ça fait trop du bien aux gamins que j'étais. On s'est rendu sur le Ponte Vecchio. Donc pour ceux qui savent, c'est la première scène de Castagne. Là où Vieri et Ezio se sont battus pour la première fois. Ça a grave changé. Là, tous les commerces que vous voyez, ils n'étaient pas là avant. Maintenant, pour respecter l'histoire, on a fait comme Ezio et Leonardo, c'est-à-dire qu'on est passé de Florence à Venise. Tout y est, que ce soit la place Saint-Marc et l'architecture qui a résisté au temps. Et d'ailleurs, si t'as fait le jeu, tu ressentiras pas trop la différence et tu vas reconnaître beaucoup de lieux. À Florence, c'est un peu différent, dans le sens où l'architecture, elle a été préservée,
mais il y a quand même un coup de modernité. Quoi qu'il en soit, les développeurs ils ont réussi quelque chose de très dur. L'univers de la Renaissance italienne c'est quand même très raffiné, donc pour captiver des gamins qui veulent s'amuser devant leur console, c'est pas une mince affaire. Que ça soit enfants, ados et adultes, Assassin's Creed 2 a vraiment gagné le cœur des gens parce que son écriture et son univers sont uniques. C'est la preuve qu'à partir du moment où tu deviens captivant, tu peux faire voyager les gens n'importe où et les faire adhérer à ton idée. C'est pareil pour l'OST Ezio's Family, on est quand même sur de la musique classique avec des vocalises, mais cette OST, tout le monde en est amoureux parce qu'elle représente un univers qui fait chaud au cœur. Si on t'avait raconté l'histoire d'AC2, la Renaissance italienne, etc., comme le faisaient tes profs relous au collège, bah forcément ça t'aurait pas marqué. Je pense que vous commencez à comprendre, la pop culture c'est beaucoup plus qu'une simple histoire de divertissement. Maintenant que je vous ai montré ça, est-ce que vous voyez comment ça a pas de sens quand les gens disent ouais les geeks sont dans leur univers, ils sortent pas de leur chambre, ils font rien? Bah non, c'est pas vrai en fait. Quelqu'un qui consomme bien la pop culture, il veut pas juste consommer comme ça et vivre par procuration, au bout d'un moment il se dit bah je veux faire ça en vrai. Je sais que je suis pas le seul et j'attends d'avoir votre avis en commentaire, mais perso la pop culture, ça m'a donné envie de faire du sport, d'essayer d'être une meilleure personne, vouloir découvrir le monde, juste me bouger, vouloir réaliser mes rêves en fait. Est-ce que vous voyez ces satisfactions que vous ressentez quand vous immergez dans un univers qui est coloré, mais cette sensation là, vous pouvez la retrouver en vrai, et à la hauteur en fait que le monde il est en train de s'assombrir, il y a aussi des côtés qui sont solaires dont on parle moins, parce que c'est pas vendeur, juste le côté solaire, faut aller dedans et essayer de s'émanciper de tout ce qui est sombre en fait. On a banalisé la vie par procuration alors qu'on a tous à disposition une énorme map de jeu qui demande que à être explorée. Quand tu le prends de cette façon, tu te rends compte que notre monde, c'est une map de jeu avec ses défis, ses galères, etc. Oui, ça coûte de l'argent de l'explorer, mais je pense que l'un de nos objectifs, ça serait d'essayer de se créer un mode de vie où tu peux quand même explorer la map. Et je pense que c'est pas normal de rester dans son placard et de se dire bah je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça ou autre. Je pense vraiment qu'on a tous un pouvoir d'action pour changer les choses. Imagine comment t'auras le seum quand tu vas arriver à la fin de ta vie et de te dire j'ai pas exploré la map. J'ai appelé cette chaîne le chemin de Goku, pas pour me mettre dans un thème d'analyse manga. En fait, la vie c'est beaucoup trop bien pour s'enfermer dans sa chambre. Le chemin de Goku à proprement dit c'est vouloir découvrir le monde, s'entraîner, persévérer, essayer d'être une meilleure personne et pas juste comparer Végéto, Gogeta, se dire oui qui est le plus fort, non c'est lui ou autre. Ça les gars, je suis désolé, c'est trop nul. Ça vous fait une idée du type de contenu que vous allez voir sur la chaîne si vous vous abonnez. Allez les gars, on va explorer la map ensemble. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire et on va faire la même chose avec l'univers d'Uncharted.